Les gratitudes. Le livre dont je vais parler aujourd'hui s'intitule Les gratitudes de Delphine de Vigan. Il vient de sortir, donc c'est possible que vous ayez vu sa couverture, un coquelicot sur fond noir, en vous baladant dernièrement dans les rayons de la Fnac. L'avez-vous acheté? Moi oui. Pourquoi mon choix s'est-il porté sur ce livre plutôt que sur un autre? Il y en a tellement. Comme disait Maxime dans Les choses que l'on dit, les choses que l'on fait, aujourd'hui tout le monde écrit. Il y a plusieurs raisons à cela. Tout d'abord, il s'agit d'un livre, de 185 pages environ, donc d'un petit livre. Oui, même si j'aime beaucoup lire, je ne suis pas attirée uniquement par les gros pavés. Parfois, je recherche aussi des histoires courtes, dans lesquelles il faut savoir s'extirper plutôt que prévu, et ce malgré des personnages attachants. Je crois que ces livres sont les moins évidents à écrire, car pour plaire aux lecteurs, les auteurs ne se donnent que quelques pages. Ainsi, quand ils y arrivent, les avis sont unanimes. La quantité des mots ne fait pas la qualité du texte. Une autre cause de mon achat, c'est le titre. Il m'a rappelé les vidéos de David Laroche, un coach en développement personnel que j'ai beaucoup aimé suivre pendant le confinement. Pour lui, la gratitude, le fait de ressentir de la reconnaissance pour la vie et les gens qui nous entourent et de la témoigner, est un principe à s'approprier pour se construire la vie de ses rêves, pour arriver au bonheur. Petite parenthèse, pour ceux que ça intéresserait d'être heureux, le plus souvent possible. Selon David, il y a 3 mots-clés que vous devez retenir et développer chez vous. La gratitude donc, mais aussi la confiance en vous et la persévérance dans tout ce que vous entreprenez. Lire les gratitudes était alors l'occasion pour moi de voir comment une notion, dont j'avais déjà entendu parler, était mise en avant, au pluriel en plus, dans un autre domaine, celui de la littérature. J'avais déjà lu un livre de l'auteur, No et moi, peut-être connaissez-vous le film éponyme à défaut du livre, que j'avais bien aimé, mais qui était destiné, je pense, davantage aux adolescents qu'aux adultes. Ainsi, j'avais aussi envie de découvrir à travers les gratitudes comment Delphine écrit pour un public plus âgé. Une fois le livre en ma possession, je l'ai lu en une soirée, et j'ai adoré. Maîtresse, vous devez expliquer votre réponse. C'est exact. Tout avis est recevable à partir du moment où il est justifié. Donc voici quelques raisons qui m'ont permis d'apprécier les gratitudes de Delphine de Vigan. La première, c'est l'identification que le livre m'a permis de réaliser. Encore? Mais tu te vois dans tout le monde! Pensez-vous automatiquement. Raté. Ce n'est pas moi que je vois dans Madame Seld, une vieille femme qui commence à perdre l'usage du langage. Non, je ne me compare quand même pas déjà à une personne âgée. C'est plutôt ma grand-mère que je me suis amusée à revoir à travers elle. Moi, j'étais plutôt Marie et Jérôme, 2 visiteurs de Mishka, surnom de Michel Seld. Oui, les 2 à la fois, car j'ai trouvé un peu de moi dans chacun. Mais il n'y a pas de mal à cela. Pour moi, en effet, lire, c'est se divertir, mais c'est aussi apprendre sur soi et sur les autres, pour mieux avancer ensuite dans sa vie. Et cela marche encore mieux quand on se sent proche des personnes dont il est question. Ainsi, en me trouvant des points communs avec Marie et Jérôme, je me suis rendu compte de ce que j'ai fait pour ma grand-mère. Et à présent, je ressens pour moi davantage de gratitude. Au lieu de m'en vouloir, de ne pas avoir su vaincre sa maladie, je me remercie d'avoir essayé de l'aider à la vivre du mieux possible. Marie me ressemble car elle aime la vieille femme comme j'ai aimé ma grand-mère. Peut-être qu'elle l'aime plus encore car Mishka s'est occupée d'elle comme si elle était sa propre fille, alors que moi ma mamie m'aimait beaucoup, mais j'avais une maman et elle des enfants, et plusieurs petits-enfants. Peu importe. Aimer c'est aimer. Marie est donc aimante avec Mishka et douce aussi. Comme moi, elle a fait son maximum pour que la vieille femme reste le plus longtemps possible chez elle, notamment en passant certaines nuits avec elle et en faisant venir la journée une aide-soignante. Mais Mishka a commencé à avoir peur des mots qu'elle perdait, au point de ne plus vouloir rester seule. Alors Marie a dû se résoudre à lui trouver une place dans une maison de retraite. Moi aussi j'ai dû me séparer de ma grand-mère, à contre-cœur. Mais on m'a dit que c'était mieux pour elle. Une fois Mishka installée, Marie rendait visite à la vieille femme dès qu'elle pouvait. Ensemble, elles se promenaient, comme ma grand-mère et moi, dans le petit jardin de la résidence pour personnes âgées. Marie la faisait parler des autres pensionnaires, puis elle lui racontait sa propre vie. Ce fut ainsi qu'elle annonça à Madame Seld qu'elle était enceinte, mais que le père ne voulait pas de l'enfant. Mishka écoutait Marie avec beaucoup d'attention, sans forcément intervenir. Mais lorsque Marie lui a confié qu'elle hésitait à avorter, la vieille femme jugea bon de dire quelque chose, même si les lettres se mélangeaient. Marie devait garder l'enfant. C'est ça qui change tout, tu sais, Marie, c'est d'avoir peur pour quelqu'un d'autre que soi. C'est une grande chance que tu as, disait-elle. Jérôme, lui, c'est l'orthophoniste de la maison de retraite. Il passe 2 jours par semaine dans la chambre de Mishka pour l'aider à travers de petits jeux à ne pas perdre davantage, ce qu'elle perd déjà, les mots. Je me retrouve en lui aussi,
car quand ma mamie a commencé à confondre les prénoms des membres de la famille, à ne plus se rappeler les noms des aliments, tout en ayant les mots sur le bout de la langue, j'ai tenté de l'aider. Je lui ai préparé des exercices avec des questions auxquelles elle devait répondre. Elle les faisait la journée, et le soir, quand je rentrais du lycée, elle me rendait sa feuille pour que je la corrige, à la fois contente des réponses qu'elle avait trouvées et honteuse de ne pas avoir su tout faire. À chaque fois, je souriais à ma grand-mère, mais en moi j'avais mal. Elle avait été une professeure reconnue, et la voilà de nouveau enfant, devant sa propre petite fille. J'avais envie de la prendre dans mes bras, et de la rassurer, en lui disant « C'est très bien ce que tu as réussi à faire, et ce que tu n'as pas su, ce n'est pas grave, tu feras mieux demain. » Mais je ne pouvais pas dire de telles phrases, sinon je lui mentais. En effet, je savais très bien que la prochaine fois le nombre de questions sans réponse augmenterait, malgré son implication et sa bonne volonté, malgré mon amour et mes tentatives pour combattre la maladie. Une orthophoniste a fini par prendre le relais et à intervenir auprès de ma grand-mère 2 fois par semaine. Mamie disait qu'elle n'aimait pas cette dame, qu'elle était méchante avec elle. En réalité, cette personne devait être très bien. C'était seulement ses jeux que ma grand-mère n'appréciait pas, car il la mettait en difficulté devant une inconnue, qui, disait-elle au regard de ses résultats, ne pouvait que la juger et la prendre pour une imbécile. Avec mon grand-père, on avait beau la contredire, la situation n'aidait pas pour qu'elle change d'avis. La maladie progressait à une allure fulgurante. Pendant environ 2 mois, à table le soir, ma grand-mère nous parlait à mon grand-père et moi de la séance qu'elle venait de réaliser et de ce qu'elle avait dû faire. Elle s'énervait et affirmait que c'était la dernière fois, que désormais elle n'irait plus à ses rendez-vous. Mais l'orthophoniste venant à la maison, mamie finissait toujours par sortir de sa chambre, et même à lui sourire. Car elle était courageuse, ma mamie. Et je l'admirais. Persévérer dans une lutte vaine est loin d'être à la portée de tout le monde. Ma grand-mère l'a fait. Elle a même ressorti, durant ces 8 semaines, les abécédaires de ses enfants, pour réviser les noms des animaux et des fleurs avant les prochaines interrogations. Ma grand-mère souffrait de ces séances avec l'orthophoniste, mais surtout de l'image qu'elle lui renvoyait d'elle. Sa douleur se voyait, de telle sorte que ma mère, mon grand-père et moi vivions très mal la situation. Nous étions impuissants pour aider notre fée du logis à aller mieux, et c'était insupportable. Comme Jérôme pour Mishka, j'avais mal pour toi, mamie, mais j'ai continué à te parler, à essayer de te comprendre en devinant les mots que tu transformais ou que tu ne disais plus. Peu m'importer les effets de ta maladie. Tu restais, tu restes et tu resteras toujours ma grand-mère chérie. Marie et Jérôme sont donc 2 personnages présents pour Mishka, qui viennent lui rendre visite à tour de rôle à la maison de retraite et qui se rendent compte à chaque fois de l'évolution toujours plus dramatique de l'état de la vieille femme. Le livre est construit de telle sorte que le lecteur a accès tantôt aux pensées de Marie, tantôt à celles de Jérôme. Il y a aussi entre ces passages la narration de cauchemars vécus par la vieille femme et impliquant la directrice de l'EHPAD. Cette dernière regarde de haut Mishka, de telle sorte que Madame Seld se voit passer un entretien de recrutement avant d'être accueillie dans l'établissement. La directrice reproche aussi à la mère adoptive de Marie de nuire à sa réputation, notamment en conservant secrètement tous les somnifères qu'on lui donne. J'ai eu quelques difficultés à apprécier ces pages, mais elles mettent sûrement en évidence un autre aspect de la maladie d'Alzheimer, moins présent chez ma grand-mère, ou dont elle ne nous a pas parlé, à savoir la peur des conséquences concrètes de son état sur la réalité. Cette diversité dans les chapitres n'en reste pas moins plaisante. Elle me sert ainsi d'argument pour justifier mon goût pour les gratitudes. Lorsque j'ai commencé à lire les gratitudes, j'ai trouvé le nombre de dialogues trop important, surtout avec les mots que Mishka transformait et que le narrateur rapportait. S'il voulait me faire sourire avec son c'est pas si pire ou son ça s'écharpe, ce n'était pas gagné. Moi je ne trouvais pas ça drôle, car je savais que ce genre de choses arrivait vraiment. Pourtant ici, j'ai fini par voir les choses autrement. Petit à petit, je me suis habituée aux contresens puis aux absences de mots de Madame Seld. J'ai aussi compris que c'était la manière qu'avait choisi l'auteur de montrer la progression de la maladie. Et finalement, je la trouvais tout à fait valable, voire même plus appropriée à la situation qu'une description. En fait, c'est la fin surtout qui m'a convaincue de l'utilité des échanges dans le récit. En effet, lorsque Marie et Jérôme se rencontrent enfin et parlent ensemble, c'est avec les mots de Mishka, ce qu'elle avait l'habitude de mal prononcer, comme d'abord au lieu de d'accord, ou merdi au lieu de merci. C'était mignon, et cela donnait l'agréable illusion que la vieille femme était encore un petit peu avec eux. Les dialogues occupent donc une grande place dans le livre, mais c'est très bien, car ils rendent ainsi l'histoire touchante et vivante. Je pense également que grâce à eux, n'importe quel lecteur, même sans avoir vécu une situation similaire, peut s'attacher à Madame Seld et ressentir de la peine pour elle. Vous vous en doutez, Mishka, comme tout être vivant, va mourir. Mais le roman met en scène ce moment. La page dans laquelle est décrite la mort de la vieille femme ne m'a cependant pas attristée plus que cela. Madame Seld meurt de manière naturelle dans son sommeil,
et après avoir dit ce qu'elle voulait dire. En effet, le livre ne se résume pas aux visites de Marie et Jérôme. Mishka a un besoin qu'elle souhaite satisfaire avant de mourir, et ces derniers vont l'y aider. La vieille femme veut dire merci au couple qui l'a cachée pendant la Seconde Guerre mondiale alors qu'elle était juive. Mais elle ne connaît que leurs prénoms. Pour retrouver malgré tout leurs traces, Marie publie des annonces dans les journaux. Mais c'est Jérôme, en se rendant sur place, qui finit par voir Nicole et qui lui transmet la gratitude de Mishka pour elle et son mari. Je n'ai pas trouvé cette histoire très originale et donc indispensable à la beauté du livre. Mais elle donne du sens au pluriel du titre, les gratitudes, car il y a la reconnaissance que Marie témoigne à Mishka, et maintenant celle que Mishka témoigne à ceux qui lui ont sauvé la vie. Elle permet aussi à la vieille femme de mourir sereine. Alors pourquoi pas? En fait, j'avais peur que l'aspect historique prenne soudain le dessus sur les relations entre les personnages, mais ça n'a pas été le cas. J'aime les références historiques, mais pas quand elles sont convoquées à tort et à travers. Ici, ça allait. Surtout que cet aspect du livre m'a permis de repenser à un autre livre, le journal d'Anne Frank, et j'aime bien faire ainsi des parallèles entre ce que je lis et ce que j'ai déjà lu. D'ailleurs, les gratitudes m'ont aussi fait penser à La vie devant soi d'Émile Ajar, qui se surnommait lui-même Romain Gary. En effet, Marie est un petit peu comme Momo, tous les deux rendent visite à une voisine qui s'occupe d'eux pendant que leur maman n'est pas là. Je me suis rappelé enfin du petit livre intitulé Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran d'Éric Emmanuel Schmitt, un nouveau récit dans lequel le personnage central tisse des liens forts avec une personne âgée. À la fin du dernier livre publié par Delphine de Vigan, la fin du dernier livre publié par Delphine de Vigan n'est pas triste, selon moi. Les gratitudes ne se terminent en effet pas avec le décès de Mishka, mais plutôt sur une page blanche, que Marie et Jérôme vont peut-être écrire ensemble, maintenant qu'ils se sont vus, et alors qu'ils se connaissent déjà un petit peu, grâce à ce que la vieille dame, qu'ils ont tous les deux aimé, leur a confié l'un sur l'autre. J'aime bien ce genre de fin, où chacun est libre d'imaginer la suite. Personnellement, j'ai envie que Jérôme prenne soin de Marie, et de son bébé, au point de devenir pour l'un son mari, pour l'autre son père adoptif. Pas vous? Au sujet de Madame Seld, Delphine de Vigan parle d'aphasie plutôt que de maladie d'Alzheimer. Mais l'évolution de ces troubles du langage chez les personnes âgées me semble être la même. Je trouve d'ailleurs que l'auteur la met très bien en évidence, sans donc la décrire, mais à travers les dialogues, et aussi à travers les réflexions des personnages. Ainsi, je terminerai de justifier mon goût pour ce livre en citant quelques passages que j'ai trouvés particulièrement justes. Celui où Marie, une fois Mishka placée en maison de retraite, dit « Je lutte, mais cela ne marche pas. Je finis toujours par m'adresser à elle comme à une enfant, et cela m'arrache le cœur, car je sais quel genre de femme elle a été. » Celui où Mishka, au sujet des exercices qu'on veut lui faire faire, déclare « Et puis ça ne sert à rien tout ça, je sais très bien comment ça va finir. » Enfin, il y a le moment où Jérôme donne son avis sur ce qu'est la vieillesse. Cela commence par « Vieillir, c'est apprendre à perdre. » Je conseille la lecture de cet ouvrage, même si elle me met un petit peu la pression. En effet, les thèmes abordés dans les gratitudes rappellent ceux que je traite moi-même dans le manuscrit que j'ai écrit et que je suis encore en train de relire cet été-là. J'ai peur d'arriver trop tard avec mon histoire, de faire redondance. Non? Vous aurez toujours envie de me lire quelles que soient vos lectures précédentes et vos connaissances sur le sujet? C'est gentil, ça. J'espère que vous dites vrai. En tout cas, je vais vous croire, car ce n'est pas le moment de renoncer à ce projet depuis le temps que je suis dessus. Il faut que j'y mette un terme, et advienne que pourra. Tout de même, mesdames et messieurs les écrivains, si vous voulez bien mettre entre parenthèses un temps ce genre de récit, je vous en serai gratifiante. Une histoire de confiné, ça ne vous dit pas? Pour le moment, la voie est libre. Si? Alors au plaisir de vous lire. Et vous de me lire?